Je crois, enfin c'est ma définition du théâtre en tout cas, je crois que le théâtre est une chose vide. Voilà, une chose vide, c'est-à-dire avec toutes les potentialités du monde. Hein. C'est ouvert justement à toutes les possibilités, mais ce n'est pas une chose pleine. C'est pour ça qu'on ne peut pas tellement en parler. Bon, ben on va se taire, hein. Non, je plaisante. Pas question. Une mise en scène, c'est un livre qui ne s'écrit pas. Écrivez-vous à un moment donné. C'est ce côté complètement éphémère, fugace du théâtre. C'est une des raisons pour lesquelles vous croyez que le théâtre connaît aujourd'hui des difficultés spécifiques? Non, s'il connaît des difficultés, je crois que c'est pour d'autres raisons. Non, ce que je voulais dire, je crois, j'ai un peu oublié maintenant, mais ce que je voulais dire, je crois, c'est que essentiellement, pas du tout de manière contingente, il ne peut pas s'écrire. J'insiste un tout petit peu. En réalité, il me semble que le théâtre n'est jamais que le jeu entre une chose qui serait éternelle, d'où le titre, l'éternel éphémère, hein, une chose qui serait éternelle ou qui se donnerait pour, ça ne veut pas dire qu'elle le soit vraiment, et qui est la lettre. La lettre, elle, est immuable, elle ne bouge pas, elle est écrite. Et puis d'autre part, il y a des gens qui viennent ouvrir le livre et qui viennent lire ces choses-là. Eux sont très contingents, au contraire, ils sont éphémères, ils sont mortels, ils ont telle lecture à tel moment de la vie, mais à tel autre moment de l'histoire, ils auraient une autre lecture, etc. Et en fait, c'est sans arrêt une activité qui consiste à réactiver, en quelque sorte, l'écriture, la lettre même, le littéral, hein, et sans cesse par ce qu'on appelle des lectures, même si ce mot maintenant est galvaudé, moqué, enfin, mais après tout, l'acte de lire me paraît la chose peut-être la plus noble qui puisse exister. C'est peut-être même ce qui nous différencierait, je dirais, des animaux même peut-être, tout simplement, de décrypter et de chercher dans des caractères, des choses qui sont a priori peu sensibles, hein, des traces comme ça, de chercher dans la trace quelque chose qui serait au contraire le contraire de la trace, c'est-à-dire la vie elle-même, le souffle lui-même. Donc en fait, il y a, si vous voulez, quelque chose qui est de l'écriture, et en face, il y a quelque chose qui serait, très grossièrement et très vite, hein, de la parole. Par définition, donc, ça ne peut pas ni se dire seulement, ni s'écrire seulement, puisque c'est le jeu de ces deux choses. Alors, où est-ce que ça peut se voir, s'entendre? Dans un théâtre, voilà. Et les difficultés du théâtre Alors les difficultés du théâtre, c'est autre chose. Dans un excellent entretien que j'ai lu, que vous avez lu avec Fabienne Pascaud, ici présente, vous dites: le théâtre aujourd'hui ne se duplique pas comme les objets commerciaux, il ne se thésaurise pas comme les œuvres d'art picturales, oui. Et voilà, ça lui donne un statut totalement ambigu et difficile pour l'époque. Effectivement, je crois que le théâtre est un luxe nécessaire à mon sens, mais un luxe quand même. Il y a des preuves par l'absurde, je dirais. La première chose qui est touchée quand une société va mal, quand il y a la guerre, quand il y a une crise, enfin, c'est le théâtre, justement. Ça ne sert strictement à rien. Mais ce à rien-là est, à mon sens, essentiel, évidemment. Je ne dis pas ça de manière corporatiste. Je pense que, profondément, il n'est pas mauvais que des adultes responsables et en bonne santé se réunissent le soir à heure fixe pour essayer de réfléchir un petit peu à qui ils sont. Et finalement se regardent. Lire un texte, je crois, n'est jamais lire un texte. Sauf peut-être pour des historiens ou pour des exégètes. Mais peu importe ce que veut dire le texte. Lire un texte, c'est en réalité chercher ce qu'il peut dire, je crois, et non pas ce qu'il veut dire. Et il me semble donc qu'au fond, on se regarde soi-même, on se lit soi-même, on s'écoute soi-même à travers Marie Tudor, à travers Andromaque, à travers ce que vous voulez, la seconde surprise de l'amour de Marivaux peut-être, mais sans cesse on vient se voir nous-mêmes, pas d'un point de vue narcissique ou pas d'un point de vue fermé, comme dans un circuit fermé, mais simplement on se voit ailleurs, autrement. Et il y a une part de nous qui se nommera Hermione, une part de nous qui se nommera Hamlet, etc. Et c'est ça qu'on vient rechercher au théâtre. Donc une chose qui est présente et absente à la fois, il me semble. Et ça n'arrive jamais dans la vie quotidienne. Bruno Kremer, on parlera de Maigret tout à l'heure, mais sur le théâtre, vous êtes... J'ai l'impression que Mesguich a en 10 minutes plus parlé que je vous ai entendu. Non, mais je ne savais pas que c'était une émission qui ressemblait à celle de Bernard Pivot. Parce que moi, je n'ai pas lu le livre de Non, mais sur ce qu'il vient de dire. Alors, je me serais préparé. Mais, il a sûrement raison, mais est-ce qu'il pourrait répéter tout ce qu'il vient de dire? On va voir un extrait de Marie Tudor, montée à Créteil. Enfant, je te l'ai déjà dit, tu n'as rien à craindre de moi, toi. Ce qui faisait ta perte il y a un mois fait ton salut aujourd'hui. Tu aimes Fabiano. Il n'y a que toi et moi sous le ciel qui ayons le cœur fait ainsi. Que toi et moi qui l'aimions. Nous sommes sœurs. Madame. Oui, toi et moi, deux femmes. Voilà tout ce qu'il a pour lui, cet homme. Contre lui, tout le reste. Toute une cité, tout un peuple, tout un monde. Lutte inégale de l'amour contre la haine. L'amour pour Fabiano. Il est triste, épouvanté, éperdu. Il a ton front pâle, il a mes yeux en larmes. Il se cache près d'un autel, il prie par ta bouche, il maudit par la mienne. La haine contre Fabiani. Elle est fière, radieuse, triomphante. Elle a la cour, elle a le peuple. Elle mâche à la fois des cris de mort et des cris de joie. Elle est superbe et hautaine. Elle illumine toute une ville autour d'un échafaud.
L'amour, le voici. Deux femmes vêtues de deuil dans un tombeau. La haine, la voilà. Je veux le grand jour, le plein midi, le beau soleil, la place publique, la hache et le billot, la foule dans la rue, la foule aux fenêtres, la foule sur les toits, 100 000 témoins. Je veux qu'on ait peur, qu'on trouve cela splendide, effroyable et magnifique, et qu'on dise, c'est une femme qui a été outragée, c'est une reine qui se venge. On connaissait votre passion pour Shakespeare. Vous avez souvent dit que vous n'auriez jamais fait de théâtre s'il n'y avait pas eu Shakespeare. Enfin, c'est Shakespeare qui a déterminé votre vocation théâtrale. Victor Hugo, c'est plus étonnant quand même, parce que les mauvaises langues disent souvent que c'est du Shakespeare raté, la dramaturgie de Victor Hugo. On peut le dire comme ça, bien sûr, mais je crois que dans son ratage même, il a réussi quelque chose. Enfin, vous savez, c'est ce que disait Antoine Vitesse quand il montait lui-même des Victor Hugo. Il aimait beaucoup ça, comme Aragon d'ailleurs aimait beaucoup Victor Hugo. Et Vitesse disait, à peu près, en fait, Victor Hugo a raté. Il a voulu être Shakespeare et il a raté. Mais après tout, Christophe Colomb a voulu trouver les Indes. Il a raté. Il a trouvé que l'Amérique, mais c'est quand même pas mal, quoi. Eh bien, je pense que Victor Hugo, à sa manière, a trouvé Victor Hugo, et c'est pas rien non plus. Alors effectivement, par rapport à Shakespeare, il n'y a pas toutes les mises en abîme, toutes les violences, toutes les comment dire, les traits, les élans comme ça d'intelligence qui fulgurent, bien sûr. Mais il y a quelque chose d'autre. Il y a que tout se passe un peu comme s'il y avait une espèce de nappé narratif assez simple, même s'il est plein de rebondissements, de machinations, de vengeance, de coups de théâtre, mais il est quand même assez simple. Et en réalité, dès qu'on gratte un peu, dès qu'on creuse un peu, dès qu'on se dit « mais pourquoi il a écrit ça, lui ?» Ce qui est la moindre des politesses devant un auteur. Eh bien, tout à coup, on voit surgir d'autres choses. Alors, que ce soit à son insu, pas à son insu, qu'il l'ait voulu, qu'il l'ait pas voulu, encore une fois, ça n'est pas la question. Mais ce texte-là est plus riche que ce à quoi il ressemble, quoi. Et au bout d'un moment, il ne tient presque qu'à nous de trouver Shakespeare sous Victor Hugo. Fabienne Basco, l'avez-vous trouvé? L'avez-vous cherché? L'avez-vous trouvé? Ah, moi, j'ai été tout à fait fascinée par ce spectacle, que je trouve un spectacle diabolique. Parce que, de prime abord, c'est un spectacle, un espèce de péplum hollywoodien. On se dit, mon Dieu, mais il y a un mauvais goût terrible. D'abord, le décor est volumineux, il y a la musique d'Ennio Morricone, il y a des effets spéciaux absolument insensés, il y a des scènes de lévitation, il y a des scènes de disparition, il y a des scènes de décapitation. Ça commence par la fin, vraiment, on voit la scène de la mort, on se dit, mon Dieu, mais où est-on? Et puis, mine de rien, à travers ce mauvais goût, cette musique, cette emphase cinématographique, Daniel Mesguich, non seulement il fait un spectacle un peu de rocker qui bouleverse les jeunes. Là, dans la salle de Créteil, c'était plein de jeunes qui applaudissaient comme des dingues. Mais finalement, mine de rien, il nous mène vers des sentiers inexplorés. Il sème le doute. C'est vrai qu'il rend Hugo beaucoup plus intéressant, beaucoup plus intelligent que je l'imaginais. Et il nous entraîne jamais là où on l'attend. C'est-à-dire que, première chose, d'abord, on a l'impression qu'il monte un mélo de Hugo affreusement daté, qui date de 1833. Et puis, on se rend compte qu'il nous raconte... Tu as révisé, Fabienne. Oui, j'ai révisé. On se dit, mais tout ça, c'est diablement actuel, ça nous raconte aujourd'hui. Donc, il a la finesse de nous montrer l'hier et l'aujourd'hui avec la même subtilité. On se dit, mon Dieu, mais ces acteurs, ils sont ridicules, cette Marie Tudor, c'est une hystérique. Et puis, finalement, il nous fait rire et en même temps, on est bouleversé. Donc, il joue continuellement avec les paradoxes, avec les contraires. Et ça, c'est formidable. Vous me direz... Les inconditionnels de Mesguich, dont je suis, on peut penser qu'il s'est un peu assagi. Là, il parle toujours très très vite, il a quand même toujours son débit quand il avait 20 ans. Mais d'habitude, dans ces spectacles, le même personnage était interprété par 3 ou 4 comédiens. Quand il montait Hamlet, il y avait plusieurs Hamlet sur le plateau. Généralement, on s'y retrouvait plus parce qu'il y avait toujours des doubles, des miroirs. Il montait une pièce, en même temps, en bande sonore, il vous donnait à entendre toutes les autres pièces de Shakespeare, un petit bout. Donc, généralement, on était pris dans une espèce de maelstrom où on ne comprenait rien. Elle exagère. Mais là, il y a un seul personnage pour chaque rôle, donc on se dit ça va. Donc il s'assagit vraiment. Il s'est embourgeoisé, il s'est assagi, il n'y a plus autant de mise au miroir, de mise en abîme. Mais finalement, ce qui est formidable, c'est qu'il réussit quand même, comme je le disais, à provoquer et à choquer. Par exemple, moi... En bonne chrétienne pure et dure, j'exagère, je n'ai pas compris pourquoi le salaud de l'affaire, le méchant Fabiani dont Marie Tudor est folle et pour lequel elle fera des folies, dans la mise en scène de Mesguich, c'est exactement le sosie du Christ.
Je me suis dit, zut, quand même, c'est Elle l'a rencontré, bizarre. elle le connaît bien. C'est bizarre. Et puis finalement, alors là, on se dit c'est une provocation énorme. Ben non, Daniel Mesguich, à travers ce salopard qui est en fait l'autre, l'étranger, comme toujours dans les pièces de Hugo, il y a toujours un étranger qui arrive de nulle part, et ben il nous pose le problème de l'autre, évidemment, qui est l'empêcheur de tourner en rond. Et dans l'époque actuelle, c'est pas mal finalement de montrer que l'autre, celui qu'on rejette toujours, a l'image du Christ. Hein. Donc c'est toujours très passionnant, le spectacle de Mesguich. Et moi j'aime bien ça parce qu'il y a un plaisir absolument phénoménal à cause de tous ces effets dont je parlais. Et puis en même temps, on en sort un peu, on se pose des questions. Donc c'est bien, on en sort un peu dérangé et chahuté. Voilà, c'est Marie Tudor, c'est au Théâtre de Créteil. On va voir d'ailleurs une petite bande-annonce de vos autres spectacles, de ceux que vous nous préparez.